On remonte encore le temps. L'étang du Bagnas a attiré l'homme de tout temps. Dès le Chalcolithique, on a des chemins qui viennent de Florensac et qui viennent ici vers l'étang du Bagnas pour récupérer les ressources que peut produire l'étang. Donc à la fois des ressources telles que le poisson, le sel, tout ça, ce sont des ressources qui sont très prisées dès le Chalcolithique. Dans sa thèse en 2010, Elian Gomez avait mis en évidence de nombreux chemins qui venaient par exemple de Montjouy jusqu'à l'étang du Bagnas, dès cette époque-là. On est en 2300 à peu près avant Jésus-Christ. Donc là, on va parler plutôt d'une période bien postérieure, donc le Moyen-Âge, où on a deux églises qui vont s'installer ici autour de l'étang. Donc ici sur cette butte, c'est Saint-Pierre de Fabricolis. Et un petit peu plus loin, donc de ce côté-ci, dans le domaine que l'on appelle le domaine de Saint-Michel, on a aussi notre église, l'église de Saint-Michel du Bagnas, dont on a les traces qui resteraient dans une salle basse en fait du domaine. L'église donc de Saint-Pierre de Fabricolis a été, on la retrouve mentionnée dans les cartulaires en 1117, dans le cartulaire d'Agde. Cette église est présente et elle est là donc dès le Moyen Âge. Elle perdure jusqu'au XVIIIe siècle puisqu'on la retrouve ensuite sur la carte de Cassini encore, une carte qui est faite entre 1690 et 1760. Donc je vais vous montrer pour vous montrer un petit peu sur la carte de Cassini. Voilà, on la retrouve mentionnée. Merci. On la retrouve mentionnée à cet endroit-là. Donc vous avez ici Saint-Pierre, là elle est appelée Saint-Pierre du Bagnas, en fait c'est Saint-Pierre de Fabricolis, elle est représentée donc sur une butte, donc elle domine vraiment tout l'étang. Dans ses recherches, Raymond Harris, qui est un pharmacien agatois, qui a été très intéressé par l'archéologie, donc c'était un archéologue amateur, il a beaucoup œuvré sur la ville, c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on connaît aujourd'hui, qu'on sait aujourd'hui que la ville grecque se trouve vraiment dans la cité, en centre-ville d'Agde. Dans ses recherches, donc en 1987, il publie un article sur ces deux églises et il les lie au sel de par les travaux qu'il a pu faire et les recherches qu'il a pu découvrir en archives. Donc il retrouve des mentions déjà au XIIIe siècle d'églises qui sont, pour lesquelles on donne en fait les églises et la dîmerie. Donc la dîmerie, c'est-à-dire le territoire en fait sur lequel on prélève la dîme. Donc un impôt qui est sur en fait tout ce que produit la terre. À savoir que la gabelle, qui est un impôt spécifique au sel, arrive bien plus tard, au XIVe siècle. Donc de par ces traces, en fait, il en déduit que ces églises vont être probablement liées au sel. Et il va, au cours de ses recherches, trouver aussi des mentions de via salinaria, donc de voies en fait de saliniers. Donc ils vont, on les a aujourd'hui un petit peu autour de l'étang. C'est les chemins qui vont vers Pinet, les chemins qui vont vers Montagnac et aussi les chemins de Florensac. On en a parlé tout à l'heure, donc ces chemins qui sont bien antérieurs, qui dès le Chalcolithique sont mis en place et donc vont perdurer. On va avoir des chemins saliniers qui vont perdurer donc jusqu'au Moyen-Âge. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Alors l'utilisation de ce sel, il vous en a parlé tout à l'heure Guillaume, pour la consommation bien sûr, la conservation, mais pour les animaux aussi, qui ont besoin de sel pour eux, et ensuite tout ce qui est aussi volet médicinal, on va l'utiliser pour les plaies.
Hein, donc voilà, c'est peut-être pas très agréable, ça brûle peut-être un petit peu, mais bon, on est au Moyen-Âge. Donc voilà. Et ensuite, on l'utilise aussi dans le cadre des croyances. Voilà, donc il y a vraiment toute une utilisation du sel et un véritable commerce autour de ce sel qui se met en place. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire pour la phase du Moyen-Âge, au moins sur ces deux points, sur ces deux églises et sur cet étang, lié donc à l'étang. On remonte encore le temps. On remonte encore le temps et on se trouve au second siècle avant Jésus-Christ. Donc pour la même raison qu'on s'installe, que les populations viennent ici pour la ressource de l'étang. Jusqu'à présent, on a vu qu'ils venaient pour le sel, pour les ressources en poisson, donc on a toutes les ressources, on va dire, alimentaires, mais il y a aussi la ressource en eau. Et donc ici, au second siècle avant Jésus-Christ, des potiers se sont installés pour la ressource en eau de l'étang. Donc pour répondre à la question de Julie sur la façon de la découverte, la façon dont on a découvert le site ici du Bagnas, d'abord c'est la famille Salah Odira qui a, par des prospections, avait constaté qu'il y avait des éléments qui n'avaient rien à faire en fait dans la vigne, donc de la céramique, des blocs de basalte, de la brique de terre crue qui étaient présentes là sur les parcelles. Quelque temps après, M. Rouquette, qui était un archéologue amateur qui travaillait beaucoup sur Mèze mais aussi sur Marseillan, était venu ici dans le secteur et avait fait la même constatation. Il en a alerté donc le groupe de recherche archéologique d'Agde et donc on a motivé ici une fouille de sauvetage. Donc c'est-à-dire qu'on est passé entre le moment où le propriétaire, M. Salah, a arraché sa vigne et le moment où il l'a replantée. Donc il nous a gentiment accordé la possibilité de venir ici occuper son terrain et de fouiller ici sur son terrain. En préalable, on avait fait une campagne de prospection. Donc une prospection, c'est-à-dire qu'on va se promener dans les vignes et on va noter tous les éléments qu'on voit étrangers en fait à la terre et au sol naturel. Donc tout ce qui est céramique, briques de four, blocs, on va tout noter. Consigné sur un papier, on va se promener avec ce qu'on appelle un topofil, c'est-à-dire un fil qui va nous donner les mètres et on va avancer comme ça et on va ressortir de là un plan. Et en fait, on a réussi en prospection par cette technique qu'on appelle la technique Rapatel qui avait été mise en place par des archéologues dont un qui s'appelait Pierre-Yves Gentil. Cette méthode en fait permet d'avoir tout de suite un plan du site. Donc on savait exactement où se trouvaient au sortir de cette prospection les fours et on savait que la partie qui était occupée était surtout la partie haute en fait de la parcelle. Fort de ce constat, on a fait donc une demande au service régional de l'archéologie qui nous a donné une autorisation pour des fouilles et effectivement ce qu'on avait perçu en prospection s'est avéré en fouille et on est tombé donc sur des fours, 4 fours en amphore. Donc on en a fouillé 2 puisqu'ils étaient en fait superposés. Donc ici c'est le four que l'on appelle le four 2, donc ce sont des fours circulaires qui font à peu près 4,40 m de diamètre intérieur, donc des fours assez imposants avec double alandier. Donc c'est en fait ici on avait une fosse à l'avant du four dans laquelle on faisait le feu et la chaleur s'infiltre ici en dessous dans ce qu'on appelle l'alandier et ressort. Donc on a au-dessus on a des voûtes ici avec au-dessus une sole qui est trouée et par laquelle la chaleur vient cuire les céramiques que l'on met au-dessus dans le laboratoire, ce qu'on appelle le laboratoire qui est la partie où on pose les céramiques. Donc un four de cette dimension n'avait
pas servi à faire de la céramique de cuisine. Il était trop imposant en fait. Donc il a fallu faire des recherches et les éléments que l'on a retrouvés ici, on a retrouvé quelques rebuts de cuisson d'amphores, amphores que l'on appelle des amphores Dressel 1A, des amphores italiques. Alors jusqu'à la découverte de ces fours, on pensait que ces amphores étaient fabriqués uniquement en Italie. Et en fait, avec la découverte de ces fours, donc en 1999, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des productions locales et que sur Agde, on avait une production ici locale de ces amphores. Donc c'est un site assez majeur, tout simplement qu'il y avait un commerce qui était très lucratif à cette période-là, et donc ils se sont mis à fabriquer les amphores et ils ont surfé sur le commerce lucratif qui était là à cette période. Le second four a été un peu mieux conservé, hein. Il a été conservé sur à peu près 70 cm d'élévation. On avait même ici le départ des voûtes, donc on voit les briques de four qui font un léger arc de cercle. Et on a ici donc le départ des voûtes, donc vous voyez bien ici la forme circulaire du four, ici avec le mur. Ce qu'on appelle ici rouge, le calorifugage qui est dû à la terre, hein, qui prend une couleur rouge à cause de la chaleur. Voilà, donc on avait ces éléments. Cet élément donc, qui nous permettait de voir qu'on avait ici produit des amphores, mais pas que, il y avait aussi des tuiles qui étaient cuites dans ces fours, et aussi des tuiles, des pesons, des auges, donc il y avait d'autres choses, mais principalement donc, ces amphores dites italiques. Associé à ces fours, on avait un chai. Un chai qui était matérialisé, alors le site était très arasé, hein, donc en fait il nous restait les fonds ici des bassins de décantation pour le vin. Donc on savait qu'avec les fours, on avait donc ici un chai qui allait permettre de remplir ces amphores et de commercer le vin. Et on a retrouvé des amphores agatoises, on en retrouve à Toulouse, on en a retrouvé en Corse. Elles ont été un peu diffusées un petit peu partout dans la Méditerranée. Donc ces bassins donc avec des cupules de décantation, les cupules servaient en fait à recueillir le mou, hein. On presse le raisin, soit on le foule, puis ensuite on le met dans un pressoir pour finir de le presser. Le jus coule dans les bassins, on laisse décanter. Le mou donc va aller au fond du bassin et va se concentrer dans cette cupule. Et ensuite, par des systèmes de gravité, on va amener le jus dans des dolias qui sont disposés tout autour des bassins et dans lequel le jus de raisin en fait, va rester et va fermenter. Ce qui va donner ensuite le vin qui va être commercé. Donc pour vous montrer, donc là voilà, on avait deux bassins hein, qui étaient présentés, qui étaient retrouvés ici sur ce site. Et pour vous montrer des amphores, donc une amphore ici, amphore dite agatoise. Donc elles ont elles sont assez spécifiques parce qu'elles ont une pâte en fait qui est rosée à rouge et qui est litée. Rosé clair, presque beige. Et en fait, cette couleur et ce litage est dû en fait à l'eau saumâtre qui est utilisée dans le cas des amphores, dans le mélange de l'argile. Donc on va utiliser de l'argile, on va utiliser du dégraissant, c'est-à-dire on va utiliser des sables, des matières organiques qu'on va trouver pour mélanger à l'argile et pour que l'argile, en fait, lorsqu'elle va cuire, ne casse pas. Donc on va donner de l'élasticité à cette argile en mettant du dégraissant, hein, donc c'est tous ces éléments un peu étrangers qu'on mélange à l'argile. Et donc dans ces éléments, avec cette eau saumâtre, donc on va mélanger pour confectionner l'amphore, mais ça va donner en fait après à la cuisson cette pâte litée. Donc c'est la caractéristique en fait de ces amphores et c'est à ça qu'on les reconnaît et qu'on peut les retrouver aussi sur d'autres sites, qu'on peut les identifier sur d'autres sites. Mais elles n'ont pas le fond plat comme elles tiennent? Non, elles ont un fond pointu. Donc en général, elles étaient mises en quinconce. C'est-à-dire on avait deux amphores et une placée au milieu. Voilà, calées souvent par des branchages pour pas qu'elles se cassent. Mais voilà, elles étaient calées. Alors par des branchages quand c'est du transport maritime. Mais dans les fours, on a plein de petits éléments qui servaient de cale. Alors pour vous donner une image, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu au petit bout de bois qu'on met dans les meubles aujourd'hui pour les assembler. Oui, voilà, c'est des taurillons. Voilà, c'est ce genre de petits éléments qui servaient aussi à les caler dans les fours. Oui. Et oui. Ouais. C'est vrai. Ouais.
Le côté pointu, c'était justement pour les planter et pour pouvoir les caler les unes par rapport aux autres. C'était planté quand même. Oui, voilà. Alors, ils les font plates, en fait. Il y a des amphores locales, celles de Salelles-d'Aude, par exemple, ont un fond plat. Mais elles sont plus tardives. Ça fait pas plus de dépôt au niveau En du fait. vin quand t'es plat. C'est peut-être ça la raison pour que le Le dépôt dépôt aille. au niveau du vin. Il doit y avoir une bonne raison. Parce qu'il y a Oui, bah mais- ouais, Il va y avoir une raison. Après, c'est pas creux, hein. C'est pas creux à l'intérieur. Hein. C'est Ah, plein, c'est hein. plat à Le fond est l'intérieur. plein. Ah, ok. Parce que pour les huiles, c'était les mêmes types. Oui, oui, C'est oui. une question de de solidité. Ouais, alors. ouais. Ouais, ouais. Mais c'est plein, en fait, Ouais, le fond. souvent, hein, Ah, c'est après, souvent. alors, alors, dans le ouais. truc, Ouais. c'est bizarre. Ouais. Le fond est plein. Ouais, en plus, ouais. C'est curieux. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait. C'est joli. Effectivement, c'est bien Elles sont vu. belles. Parce que c'est vrai que pointu, c'est plus joli. Et voilà, Oui. ça fait plein. C'est vrai. C'est un nœud de sexe. On peut le retarder. Oui, mais bon. Voilà, donc ce site, en fait, ici, du Bagnas, des fours à amphores, au second siècle avant, est lié à toute une dynamique sur le territoire d'Agde. À cette période-là, la ville est très florissante, donc elle s'étend vers le fleuve. La cité d'Agde vraiment grossit et tout autour de la ville, on voit implanter des domaines à vocation viticole. Donc ici Saint-Michel-du-Bagnas, il y a les Barrettes sur la route de Marseillan, Saint-Martin, au domaine Saint-Martin aussi, on a retrouvé pareil un chai avec des bassins qui étaient très très bien conservés. Voilà, on a recensé environ une centaine de domaines tout autour de la ville, donc soit à vocation viticole, et puis il y a aussi dans cette dynamique du côté du Mont Saint-Loup, derrière le musée de l'Éphèbe, le site d'Ambonne, site sur lequel on fabriquait des meules à grains. Donc des meules rotatives qui servaient à moudre le grain. Donc elles étaient fabriquées, on exploitait le basalte, elles étaient fabriquées sur place et ensuite elles étaient commercées, soit entières, soit à l'état d'ébauche. Et voilà, donc c'est cette dynamique en fait qui est très très importante au second siècle avant. Et on suppose, il y a une hypothèse qui a été avancée, que l'Éphèbe d'Agde, qui a été retrouvé aussi dans l'Hérault, aurait pu servir à orner un de ces riches domaines qui occupait ici la campagne. Donc bonjour à tous, bienvenue donc sur ce site qui s'appelle l'étang du Bagnas, donc qui est une grande réserve de 600 hectares et qui a un très grand patrimoine en fait en termes de biodiversité, végétale, animale. C'est aussi un itinéraire de passage pour beaucoup d'oiseaux migrateurs et de nichage pour d'autres. Mais c'est aussi un site donc qui a un riche patrimoine historique. Donc c'est une réserve finalement depuis 40 ans, depuis les années 80. Mais avant ça, ça a eu une longue histoire. Ça a notamment été des salins, donc comme on peut voir encore certains îlots au loin et des pics des anciennes digues. Et avant ça, ça a été utilisé pour aussi bien d'autres choses comme la chasse, la pêche, aussi la sagne qui est l'utilisation du roseau. Et même avant ça, donc sur les abords, on a produit beaucoup de vignes, comme sur ce site archéologique où on se trouve en ce moment même, qui est le site de Saint-Michel. Et finalement, donc voilà, dans cette animation, ce qu'on vous propose, c'est de remonter le temps à travers ces différentes activités qui ont eu lieu jusqu'à l'époque tardo-hellénistique, donc à l'époque grecque, où étaient mis en place ces fours et cette grande activité. Mais il faut savoir d'ailleurs que ça remonte à bien au-delà, jusqu'à l'âge de cuivre même, et au néolithique, on retrouve des traces un peu tout autour. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir cet espace.